Bonjour à tous. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu à notre public. Oui, écoutez, je suis Gilbert Goubin, j'ai 63 ans, je suis marié à une femme merveilleuse qui, qui m'accorde la liaison que j'ai forte avec cette monture. Et aussi, j'ai 2 enfants, 2 grands garçons qu'on adore, et une petite fille qui est venue me voir. Voilà. Alors, on vous accueille aujourd'hui pour... vous allez nous parler un petit peu de vos passions pour le sport mécanique depuis toujours. Oui. Et notamment pour le choix justement de pratiquer le VTT depuis quelque temps, notamment dans le Vexin. Alors, d'où est venue cette passion des sports mécaniques ? En fait, j'ai toujours adoré les sports mécaniques depuis tout jeune. Un volant, un guidon, j'ai toujours adoré ça. Et j'ai pratiqué du kart jusqu'aux années 2000. J'ai fait de la compétition de karting. Et voilà, j'adorais ça. Et quand je suis arrivé à Sorincourt, j'habite Sorincourt, on est là depuis un peu plus de 23 ans maintenant. Donc l'achat de la maison fait que j'ai arrêté le karting. Et fallait que je trouve une activité, donc je courais, mais je courais à pied, j'ai pratiqué plusieurs sports, tennis, boxe, j'ai fait pas mal de sports, mais j'avais besoin d'aller dans la nature, de partir découvrir. Et le Vexin, quand je suis arrivé à Sorincourt, c'est une région que j'ai trouvée magnifique, et je me suis dit, le vélo, ça peut être un bon moyen de découvrir un peu la région. Et les chemins notamment, parce que j'ai vécu proche de la campagne, j'étais à Boif, à côté des Mureaux, là. Et derrière chez moi, derrière chez mes parents, c'était la nature. Et j'aimais bien dévaler les pentes avec les vélos déjà quand j'étais gamin. Et donc voilà, j'ai pris le VTT comme moyen de découverte. Et puis voilà, jusqu'en 2007 où mon plus jeune garçon a souhaité faire du VTT aussi. Et que c'était difficile de trouver une école pour jeunes. Il n'y avait pas beaucoup dans le coin d'écoles. Il s'est inscrit à Verneuil-sur-Seine, là où on habitait avant. Et du coup, je l'accompagnais le samedi. Et puis, j'ai vu qu'il faisait aussi pour les adultes, il y avait des sorties tous les dimanches matins, soit autour de Verneuil, l'Autil, Sagy, le Vexin. J'ai adhéré et depuis 2007-2008, je sais plus, je suis au club de Verneuil VTT. Voilà. Donc pour vous, c'est pas du tout une activité professionnelle, c'est vraiment pour le plaisir. Ah, complètement, oui. Donc vous avez donc choisi de pratiquer de façon hebdomadaire du VTT dans le Vexin. Oui. Donc on va regarder une première vidéo et apprécier les paysages du Vexin. Alors là, on a coupé la vidéo parce que finalement Gilbert est tombé dans l'eau. Donc on va l'épargner de ça. Vous m'avez dit lors de nos rencontres toujours de faire des parcours sans risque. Mais bon, là, on vous voit quand même un petit peu casse-cou. Non, je considère ça, quand je dis sans risque, c'est à ma portée. Voilà, je trouve ça, lors d'une randonnée, on s'est dit, tiens, cap, pas cap, c'était le sujet des gamins. À chaque fois, on se provoquait comme ça, pas cap de traverser la rivière. Et bon,
Voilà, on fait ça. Bon, j'ai perdu, sur ce coup-là, j'ai perdu. Bon, là, c'est un peu casse-cou quand même, mais quand vous sortez, donc de façon hebdomadaire dans le Vexin, donc VTT, pas vélo sur route. Que VTT. Donc, ce sont que des parcours. Comment vous décidez? Vous sortez seul? Vous sortez accompagné? Alors au début, quand on est arrivé à Sorincourt, moi j'aime la découverte, je suivais des balisages qu'on appelle PR, là, balisage jaune de randonnée. Et j'ai dit, bon, ça je sais que c'est des boucles, ça va finir quelque part. Et je découvrais un peu le Vexin dans ce sens-là, où pardon, le GR, les GR, comme le GR2, là où on est passé sur la Roche, là, sur la route des Crêtes. Donc je partais comme ça et puis à un moment je regarde l'heure et puis je dis voilà, il va falloir que je rentre, j'essaye de trouver un autre tracé pour rentrer, mais j'ai toujours fait au feeling comme ça. Donc au début j'étais seul et après avec le club là j'emmène des gens du club qui aiment bien, il y a beaucoup de cyclistes. D'où est le club? Le club il est de Verneuil. Verneuil-sur-Seine, oui. Et donc depuis on a tissé des liens avec tous ces gens du club là, et là on voit le futur nouveau président que je salue. Et donc voilà, moi j'aime leur faire découvrir cette région que je trouve magnifique. J'essayais le samedi de trouver des traces, ça c'est au-dessus de Sorincourt. J'essayais de trouver des nouvelles traces pour les emmener. Villarceau, j'ai fait le bois de Morval avec l'allée couverte là-haut, là, Guiret-en-Vexin, leur présenter un peu tout. Il y a beaucoup de manoirs et de châteaux dans le Vexin. Donc j'essayais d'alterner des visites comme ça. Et puis de temps en temps avec le club dans l'Autil. L'Autil, pour des passionnés de VTT, techniquement, c'est un lieu qui est assez... Il y a l'Autil et puis Jeanville dans le bois de Galluis, là, où pour apprendre la technique un peu de pilotage d'un VTT, c'est quand même des terrains de jeu qui sont très appréciés des VTTistes en fait. Et donc pour vous, une sortie, quand on parle de sortie hebdomadaire, c'est combien de kilomètres à chaque fois? Alors, maintenant ça diminue, hein. Mais en musculaire, ce qu'on appelle musculaire, c'est-à-dire non électrique maintenant, moi j'ai fait des 40 bornes, là en ce moment c'est plutôt 30 bornes, 30, 40. Ça dépend des dénivelés. Le Vexin est est très vallonné. Et puis de la météo, l'aspect du terrain. Mais en gros, voilà, ça allait. J'ai vu faire des 60 bornes un dimanche matin seul en allant. Je suis allé des fois jusqu'à pas très loin de chez Van Gogh, hein, et de revenir et faire 60 ou 70 bornes. Et je partais 5 heures. Voilà. Bon, maintenant, oui, je le fais, mais en électrique. Donc tout est possible. Donc, tout est possible, ouais. Bon, vous aimez les défis et on va découvrir d'autres défis que vous avez fait hors du Vexin, notamment à travers l'Europe. Et on va regarder une première vidéo justement sur un premier parcours. Alors déjà les défis, si je peux me permettre, les défis, moi qui suis de base introverti, être là devant tout le monde ce soir, c'est déjà un défi, moi. Là, je suis en mode défi. Aussi, là. Mais moi aussi, je suis en mode défi. Là. On est entre nous, ouais, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème, Gilbert. Non, mais ça va. Donc voilà, un jour, j'ai fait pas mal de sorties en dehors de la région, la Normandie, la Dordogne. J'ai fait pas mal de sorties dans les régions. Et puis un jour, je rencontre lors d'une rencontre club, je rencontre Thierry qui me dit tiens, je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle en VTT. J'ai dit merde, moi qui ai déjà vu, j'ai fait l'Aubrac, j'ai fait des portions pendant des week-ends prolongés ou des séjours maxi une semaine sur des chemins de Compostelle. Et je m'étais dit un jour, j'aimerais bien le faire. Bon, à la retraite, j'aimerais bien faire ça de façon en entier. Et là, il me propose ça, mais j'étais à 2 ans de la retraite.
Bon, je dis merde. C'est- Donc là, on est en Qu'est-ce que je fais 2017. donc, on est en 2017. Donc je lui dis, bah, si tu attends un an, j'aimerais bien, ça me botterait de partir avec toi, moi, à deux en plus, parce que seul, bon, ça peut être plus jouasse à deux, voilà, c'est moins monotone. Et puis, bon, il me dit d'accord, j'attends. Et puis, bah, j'en parle à ma douce. Donc, après, au fil, à force, je regarde les réseaux, les chemins sur Compostelle, tout ce qui se fait. Et puis, bah, ça me trottait dans la tête. Et donc, avec son accord, eh bien, j'ai rappelé Thierry, j'ai dit, bon, bah, on part cette année. Et le 5 septembre, on partait main dans la main, sans savoir où on allait dormir le soir même. Donc c'était, on n'avait pas de tente, on savait que, oui, Ouais, voilà, le vrai pèlerin. Donc là, Vézelay, Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on est sur une On est un peu distance plus de 1800. un peu plus de 1100 km, 1800, avec 27 000 mètres de dénivelé positif, donc de montée, et le même chemin que les pèlerins à pied puis peuvent prendre. Ouais. Alors Donc, pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est une sorte de pèlerinage pour vous? Non, c'était. Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, non, honnêtement, tous les deux, on est athées. Mais donc on a beaucoup de respect pour. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour les croyances. Mais en fait, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est aussi la facilité. C'est-à-dire que c'est des chemins qui sont balisés. C'est beaucoup donc des GR. En Espagne, c'est super bien balisé. Et puis il y a ce côté où il y a des guides qu'on appelle c'est des miam miam dodo qu'on achetait au départ. Et ça permet d'avoir maintenant, même il y a même les dénivelés. Au début, il n'y avait pas, mais ça permet d'avoir tout une liste d'hébergements, parce que c'est souvent des refuges donc de pèlerins. Et donc, bah, on s'arrêtait, on essayait de s'y prendre à l'avance. On s'arrêtait le soir dans des refuges de pèlerins où on a eu un peu un mixte, des gîtes. Donc, avec les listes d'habitants, il y a des habitants qui acceptent d'être sur cette liste. Compostelle, c'est une manne économique quand même, c'est une grosse manne économique. Donc là, on avait choisi le parcours de Vézelay. Voilà, il y en a d'autres, mais on avait choisi celui-là. On va en découvrir d'autres. On va parler d'organisation un petit peu plus tard, parce que j'imagine que pour Oui. faire l'itinéraire, s'organiser, comment avec son vélo, donc on verra ça un petit peu plus loin. Là, je vais vous proposer de découvrir un autre parcours qui cette fois-ci part du Vexin. On découvre. Alors Gilbert a tenu à ce qu'on mette cette petite vidéo. Oui, juste pour dire, on aime faire les choses sérieusement malgré tout, mais sans trop se prendre au sérieux. Et donc, il y en a un qui est dans la salle, là. Et vous voyez ce qui est écrit au sol. J'ai dit les gars, on peut pas se rater ce moment-là. Et bon, ils sont très joueurs, et voilà. Alors cette sortie Bréélu, donc Voilà. la voie verte qui emmène je sais pas, ça part de Bréélu. Comment vous est venue cette idée? Après avoir échangé, je pense que vos épouses étaient déjà à Londres. Alors, et vous avez décidé de les rejoindre à la dernière minute en vélo. C'est un peu ça, voilà. On est parti. En fait, déjà, le fait qu'on ait décidé d'aller sur Londres, c'était en fait parce que mes deux compagnons, là, ils avaient pour idée de faire aussi Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, ils voulaient des renseignements un petit peu, mon expérience sur déjà mon premier Compostelle. Et puis, mais ils m'ont tanné au point de le faire, au point d'aller avec eux pour le faire. Et en préparation de ce Compostelle, ils se sont dit, bon, bah, on va se mettre en mode packaging avec les bagages, et on va aller à Londres, et nos compagnes nous rejoindront à Londres pour passer le week-end. Donc on est parti jeudi matin. Là, juste avant, il n'y avait pas de pédalo, donc on a pris le bateau.
Et on est allé à Londres. Donc on est parti jeudi matin de Bréélu. On a suivi toute la voie verte, là, c'est magnifique. Et on a pris un hébergement à Neufchâtel et un en Angleterre. Et on a passé le reste du week-end avec nos compagnes à Londres. Donc ça veut dire que c'est un parcours de 3 jours 2 jours et demi. 2 jours et demi 2 jours et demi, ouais. Donc tout est balisé, tout est... Ah oui, le chemin de Paris-Londres, pour ça. Alors, pour ceux qui seraient intéressés de le faire, en Angleterre, c'est pas très bien balisé en Angleterre. En France, c'est très très bien balisé, dans les deux sens. Dans les deux sens sont bien balisés, parce que j'en ai fait plusieurs tronçons auparavant. Et c'est vrai que c'est bien balisé en France, moins en Angleterre. Ouais. Donc là, faut avoir des GPS. Là. Il y avait une petite anecdote là par rapport, je sais plus, on avait parlé de dentifrice. Ah, fallait que je la fasse. En fait, ouais, j'ai mes 2 compagnons qui partageaient la même chambre, mais aussi quand on voyage, on essaye de partager effectivement des produits d'hygiène, notamment comme par exemple le dentifrice, et on a aussi, nous cyclistes, un mal qui est notre séant, où le contact avec la selle peut nous poser des problèmes. Donc on a une pommade qu'on appelle, donc un tube, qu'on appelle communément la pâte à fion. Et du coup, il y a un moment, je les rejoins dans leur chambre, et puis je vois un de mes compagnons qui était le poil hirsute sur la tête et l'air ahuri devant son tube de dentifrice, et qui demande à son coloc de chambre « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre de répondre, vous imaginez, « Je me brosse les dents !» Je vous laisse imaginer avec quoi il se brossait les dents. Voilà. Bon, on va voyager encore un petit peu plus avec vous, Gilbert. Donc là, on est sur 2 parcours, encore Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Fontainebleau, Saint-Jacques en 2019. Alors, donc oui, 2019. Donc l'idée, c'était de partir d'à côté de Fontainebleau, chez un cousin d'un de mes compagnons, là, de descendre au Puy-en-Velay et de faire la voie de Compostelle qui part du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Et jusqu'au Puy-en-Velay, ça s'est bien passé. Et la première étape de Compostelle, ça s'est mal passé pour un des compagnons qui a eu un petit problème d'équilibre. Il a mis la main par terre pour un petit gravier. Il a heurté un petit gravier et du coup, il s'est retrouvé 3 broches, je crois, dans la main. Donc là, le parcours s'est arrêté. Donc là, on a de commun accord, on s'est dit on arrête et on reprendra l'année prochaine. Sauf que l'année d'après, c'était la Covid. C'était Covid. Et donc, du coup, on a repoussé encore d'1 an. Et là, pour le coup, on a dit on va repartir du Puy-en-Velay. Et on est reparti du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques, en sachant qu'un des compagnons, pour des raisons professionnelles, fallait... parce qu'il a un compas de mesure sur une carte, il fait comme ça, mais avec les dénivelés qu'il y avait. Donc, il avait 19 jours de congé. Bon, et pour des raisons professionnelles, 10 jours après, on était au Pays Basque et il n'a pas voulu prendre le risque d'aller en Espagne. Et donc, il est remonté par une partie de la Vélodyssée. Et j'ai continué avec Philippe jusqu'à Saint-Jacques, tous les deux. Et pour le coup, on a réussi à le faire quand même en 19 jours. Et donc là, moi, c'était très physique. C'était très physique. On a fait 39 000 mètres de dénivelé quand même sur 1600 km. C'était
Je crois que je ne sais pas s'il n'y a pas une journée en Espagne où on n'a pas fait poussetta la bicicleta. C'était assez physique. Donc en cherchant un petit peu les parcours de Saint-Jacques, parce que voilà, 2017, 2018, 2019, 2021, je me suis dit, bon, 2022, qu'est-ce qui va se passer? Donc on échange et je vois qu'il y a encore un parcours Paris-Saint-Jacques ou Arles-Saint-Jacques. Et puis je dis à Gilbert, 2022, on va passer sur Paris-Saint-Jacques ou Arles-Saint-Jacques. Et non, pas du tout. Pas du tout. Là, un autre défi, un gros défi, et c'est comme ça qu'on a connu Gilbert. Parce que nous, dans les rencontres du Vexin, on cherche toujours, comme on disait, des gens un petit peu atypiques et qui font des choses et pour faire connaître des gens du Vexin. On est toujours à la recherche d'idées. Et là, le mari de Laura, qui présente aujourd'hui, a vu un article sur Parisien. Et c'est comme ça qu'on vous a découvert. Et donc là, on va regarder votre défi de 2022, qui n'est pas du tout Saint-Jacques. Alors, on va regarder la première vidéo, parce que c'est une anecdote, a priori, qui est assez drôle pour vous. Ah, pouvoir y aller, hein. Tu veux y aller, hein. T'es prêt, toi, hein? Impeccable. Ton carton sur le dos, tu vois, hein. Et ça va faire loin, 7500 km comme ça. Ah, allez, pas Je trop. le refais. Donc là, c'est pas facile. Non, encore une fois, ouais, on fait ça sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. C'est une idée comme ça que j'ai eue, que j'espère que pas trop de personnes l'ont cru, que j'allais me balader avec les cartons. Mais... Oui, parce qu'a priori, donc on va voir un petit peu le défi, le gros défi 2022. Et cette anecdote-là, vous l'avez postée sur les réseaux sociaux, et il y a des gens qui pensaient que vous alliez parcourir l'Europe avec ce carton sur le dos. Ouais, bon. Alors voilà, on arrive justement à ce défi Cap ou pas Cap 2022 avec votre copain Thierry. Alors, d'où est venue l'idée? C'est quoi Cap ou pas Cap? Alors, l'idée, en fait, c'est venu de Thierry aussi. Ça vient rarement de moi, mais c'est Thierry aussi qui... donc 2021, je rentrais de Compostelle. On se voit encore lors d'une soirée et qui me dit, et pour clôturer les Compostelles, on pourrait faire l'Eurovélo 3. L'Eurovélo 3, ça part de Trondheim en Norvège et ça finit à Saint-Jacques. Oh, j'ai dit, mais il me dit avec l'option de quelques centaines de kilomètres, on partirait plus au nord, on partirait du Cap Nord. Bon, moi, j'ai une connaissance géographique, mais je ne connaissais pas particulièrement la Norvège. Bon, j'ai dit, ouais, c'est emballant, est-ce que tu me parles? C'est bon, et ça pourrait clôturer les Compostelles. Et puis, j'ai dit, je regarde ça, je sais pas, faut que j'en parle quand même à mes proches et tout. J'ai dit, c'est vrai que c'est alléchant. Et puis, une fois qu'il m'a mis l'idée en tête, comme à chaque fois, et voilà, je regarde un peu tous ces chemins-là. Et il y a plein. Je me suis abonné aux Eurovélos sur Facebook. On a plein d'infos sur les Eurovélos. Il y en a 17 dans le monde. Et j'ai dit, ouais, donc ça représente 5300 bornes. Et puis je regarde les quelques centaines de kilomètres au-dessus qui me disaient, c'était 1600 bornes. Bon, ça en fait que 16. Hein, 16. Mais j'ai dit, dis donc, c'est pas rien. Donc du coup, je regarde un peu ces Eurovélos. J'ai dit, bon, il y a des trucs intéressants, il y a des endroits, il y en a qui sont bien, où c'est vraiment fait pour le vélo, le cyclisme. C'est pas trop, je suis pas trop un amateur de la route. Et j'ai dit, pourquoi pas. Et en surfant comme ça, je vois l'Eurovélo 7. Et je me dis, donc je regarde, c'est un Eurovélo qui part du Cap Nord, qui passe par la Suède et qui finit à Malte. Et là, je dis, ça serait pas mal. Je vois des vidéos sur le lac de Garde en Italie, sur le Tyrol, le Sud-Tyrol et tout. J'ai dit, ça a l'air magnifique.
Donc, puis je me dis, ça serait peut-être pas mal. Moi, je dis la France, j'en ai découvert pas mal, je connais pas tout, mais je dis, j'aurais encore l'occasion peut-être de faire des découvertes en France. Et en Espagne, j'ai déjà fait les deux, donc le Camino del Norte, et qu'on a fait la deuxième fois, et le Camino français. J'ai dit, ça serait peut-être pas mal. Donc je revois Thierry, on se met d'accord, on regarde, et il me dit ouais, mais l'ouest de la Norvège, c'est quand même un truc à voir. Effectivement, donc je regarde, je surfe sur l'Eurovélo 1. Effectivement, c'est vraiment magique, c'est beau. Bon, bah, du coup, on regarde un peu les tracés et on définit un tracé qui est l'Eurovélo 1 de Cap-Nord jusqu'à Trondheim. L'Eurovélo 1 fait 11 000 km, lui. Donc, on s'est dit, on arrête à Trondheim. On prend l'Eurovélo 3. Donc, l'Eurovélo 3, c'est l'Eurovélo des pèlerins. On va jusqu'à Göteborg. Et à Göteborg, on peut prendre l'Eurovélo 7 et on descend à Malte. Parce que je me suis dit, vu qu'on part du plus au nord de l'Europe, pourquoi on ne finirait pas à un des points le plus au sud? Donc, alors, justement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un petit peu la carte. C'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Du parcours. Voilà, on va évoquer le nombre de kilomètres et puis on va parler un petit peu de l'organisation, un petit peu de tout ça, quoi. Ouais. Donc la vidéo dure un petit peu longtemps parce que le parcours est très très long. Donc là, oui. Départ du Cap Nord. Du part du Cap Nord, on longe, donc on essaye de suivre le plus possible le tracé GPX de l'Eurovélo 1. On rejoint Alta, on se dirige vers les îles Lofoten, qui sont franchement, si vous allez en Norvège, sur la côte ouest, il faut aller voir les îles Lofoten, descendre donc jusqu'à Trondheim. Donc tout ça avait été quand même. Hein. Oui, avait été, oui. Et, alors on a fait du bateau, il y a des transits. L'Autriche, donc la Suède, le Danemark, l'Allemagne, République tchèque, l'Autriche, l'Italie et Malte. Ça fait 8 pays à traverser. Quand on a fait cette vidéo sur Google Maps, qu'on a fait le parcours et qu'on a tapé, vous voyez, en haut, vélo, ça affichait aucun trajet. Voilà. Voilà, 7700 km parcourus par Gilbert et Thierry. Voilà, la France est toute petite à côté. Ça, c'est la liste du matériel à préparer. Et voilà l'article dans le Parisien qui nous a fait découvrir cet exploit. Alors, merci beaucoup. Alors, comment on peut imaginer, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour faire un parcours comme ça, qui a duré 3 mois, 90 km par jour? Dans la moyenne, c'était 87 km par jour pour 600, je sais plus, 635 ou 650 km de dénivelé par jour. Ouais, de montée. Comment on s'organise, comment on anticipe le logement? Donc, on va vous voir... dormir dans des tentes, dans des refuges, dans des... On a tout eu, oui. On a eu un vrai patchwork d'hébergement. Alors déjà, l'article ça, c'était la première nuit à Oslo, où on avait 3 avions pour atteindre Honningsvåg, là où j'ai le carton sur le dos. Honningsvåg, qui est l'aéroport, petit aéroport qui est le plus au nord de la Norvège, donc qui fait qu'on était à 35 km du Cap Nord. Mais pour dire sur le Parisien c'est venu, et je remercie encore ma nièce Manon qui est présente,
qui avait des contacts. Et moi, je suis plutôt, encore une fois, introverti, et médiatiser ça, ça me branchait pas plus que ça. Après, effectivement, je me suis dit, avec Thierry, on s'est dit, mais le fait de faire un parcours comme ça, dans notre entourage, on a plein de gens qui ont ce foutu crabe là, de cancer. On s'est dit, bah, pourquoi pas, je veux dire, ouvrir une cagnotte pour cette cause. Et donc, c'est ce qui nous a incité aussi à être médiatisés sur le sujet et créer une page Facebook donc, qui s'appelle Cap à Cap 2022. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Donc. Et la Norvège. Donc on imagine que ça a un coût financier aussi, de partir 3 mois, et puis par rapport à la famille, par rapport à votre épouse, comment on concilie tout ça Alors oui, effectivement, il y a aussi pour ça qu'on avait souhaité être médiatisé. J'avais fait un dossier pour essayer, on s'y est pris un peu tard, mais pour essayer de retrouver des fonds. Donc on a des amis qui ont créé une cagnotte. Mais c'est vrai que c'est quand même un parcours qui a un budget quand même. Et donc c'est pour ça que c'est important de définir la philosophie de départ. Donc là, ce qui n'était pas le cas pour les compostelles, où on était sûr d'avoir des hébergements dans des refuges ou dans des gîtes, où on a fait même parfois, pour quand même bien récupérer, on a pris des hôtels, mais c'était assez rare sur les compostelles. Là, pour le coup, on a fait un mix. La philosophie, c'était de se dire, bon, on va essayer de camper au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on était parti avec réchaud, toile de tente. Mais parfois, surtout cette année, je sais pas, on n'a pas. Il y a le jardinier de Dame Nature là, qui nous a pas arrangé, et on a eu des journées mais exécrables où on roule vélo penché comme ça à 15 degrés sur des rafales, et puis on prend de la flotte tout le temps. Donc de temps en temps, on avait des hits là, en Scandinavie, où on avait des hébergements de ce type-là, parce que aller planter la tente en plein vent et faire un bouffet, c'était il nous fallait de la récup. Il nous fallait quand même un peu de récup de temps en temps. On a plus 20 ans. Et donc voilà, on essayait de jouer avec notre physique, notre état physique, la météo, ce qu'on pouvait trouver, parce que le soir, moi, donc, je cherchais des endroits pour camper. On essayait, dans le milieu de l'après-midi, de se trouver des points de chute, des points de camping. Le nord de la Norvège, c'est quand même assez désertique. C'était pas si évident que ça. C'est pour ça qu'on a fait du camping sauvage. Après, au début, il a fallu qu'on s'organise un peu, surtout en termes de nourriture. Il y a eu un moment, quand on est sur le bord de la cascade, on se dit, bon, on va dormir là, et demain, on ne voulait pas trop être chargé, on trouvera quelque chose pour prendre le petit-déj. On a pris un café, puis après, on a fait 60 bornes pour trouver à manger. Et on n'avait rien. Donc ça demande effectivement un peu d'organisation. Mais Alors, comment on se prépare comme ça à un périple de 7700 km physiquement, en amont voilà, peut-être une anecdote par rapport à oui, Thierry. alors physiquement, moi je le dis, vous savez, il y a... Tout le monde peut dans la salle faire 7700 oui, km. moi oui. il faut forcément avoir une base, il faut savoir faire du vélo. Voilà, pour moi, honnêtement, ça s'arrête là. Le physique, je pense que ce n'est pas le plus important, à mon sens. Et Thierry, je pense que tu es d'accord avec moi, qui n'a pas pu être là ce soir, malheureusement. Parce qu'en fait, le physique, il vient au fil des journées. Thierry ne fait pas de vélo dans l'année. Il s'est entraîné quelques mois auparavant, et basta. En fait, et moi, je roulais tous les week-ends, je roule, donc j'en fais, mais voilà, pas plus que d'habitude. On n'a pas fait des trucs. Bon, j'ai quand même une expérience sur les 2 autres voyages, mais voilà, ça s'est arrêté là. Ce qui est le plus important à préparer, ça se passe, ça se passe dans le grenier. C'est le mental, oui. C'est le mental, parce que en fait, il faut. Et je dis que ça se travaille, ça. Moi, ceux qui veulent faire, j'ai vu pas mal de blogs sur les longs voyages. Ça se prépare, en fait. Alors déjà, il faut avoir l'adhésion de nos proches. Moi, j'ai la chance d'avoir une charmante épouse qui me laisse
qui me laisse partir vers mes aventures. Quelle chance. Oui, mais c'est important. Ouais, Ça fait partie du mental, parce que si vous partez en embrouille, vous n'allez pas aller loin. Donc d'être loin de ses proches, c'est une préparation. Donc voilà, d'imaginer que comme on a pu le vivre, on a la flotte, on peut être 2-3 jours sous la flotte tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on reste là, et puis faut payer si on reste là ou pas, si c'est du sauvage. Mais d'être dehors sous la flotte. Alors justement, quel est dans ce périple votre plus beau souvenir et votre pire galère? Alors, des galères, la pire galère, on a des beaux souvenirs, déjà, c'est tous les gens qu'on peut rencontrer. Alors, malgré tout, on avait un handicap, c'est la langue de Shakespeare. Moi, je me débrouillais avec mon anglais de 6e, mais du coup, ça limitait un peu les échanges. Les Scandinaves, tout le monde a été très accueillant. On a eu vraiment des accueils partout magnifiques. Dès que si on avait un problème, ils étaient prêts à nous aider, il n'y avait vraiment pas de souci. La plus grosse galère, je dirais, c'est à la sortie au bout des Lofoten. Le patelin, il s'appelle A, avec un tréma. Et là, on va pour aller au camping. Il tombait à verse. Et le camping, en fait, c'était pour camping-car. Parce que la Norvège, c'est une autoroute à camping-car. Et beaucoup de camping-caristes font la Norvège. Et en fait, la tente, pour planter la tente, il n'y avait pas grand-chose. On aurait pu, mais le vent, la flotte. Bon, et j'ai vu sur le chemin qu'il y avait des bed-in-bike. Donc du coup, je frappe aux portes pour essayer de savoir si c'était possible d'avoir une chambre, mais même un garage. Je demandais un garage. Et les Norvégiens, ils étaient prêts à nous aider, tout. Ils téléphonaient, ils ont téléphoné partout. Il y avait 2-3 bed-in-bike, rien. Et on était au-dessus, remonter avec les dénivelés qu'on avait. Je dis, on va pas revenir en arrière, il flotte. Donc j'ai vu qu'il y avait le ferry qui pouvait nous emmener de l'autre côté, traverser, ce qui était prévu à l'origine, vers Bodo. Bon, on dit, avant 18h30, on va à la gare maritime et puis on s'en va. Sauf qu'arrivé à 18h30, on regarde le panneau d'affichage, retardé. On attend. Après, à nouveau retardé. Et une troisième fois, annulé. Je dis, on va dormir dans la gare maritime. Il n'y a plus que ça. Ou alors, donc ils annoncent un bateau à 20h30. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, 20h30 arrive. On était au chaud, on pouvait recharger nos téléphones. On reste dans la gare maritime, c'était pas grand, mais c'était chauffé. On dit, non, on traverse. On est à Bodo, c'est une grande ville, on devrait trouver hébergement. Sauf, il y a un détail qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'on est arrivé, il était 00h30. Il n'y avait rien. Et il pleuvait toujours. Et voilà, donc du coup, et à cette époque-là de l'année, il n'y a pas de nuit, il faisait jour. Donc du coup, je check sur mon téléphone, on trouve un camping, mais il était à 35 bornes. Donc il fallait refaire 35 bornes. Donc entre des averses, dans les abribus, on se mettait dans les abribus, et on est arrivé au camping, il était 5h30 du matin. Et là, il y avait, donc on gare les vélos devant l'accueil, parce que là, on était très en sécurité dans les pays scandinaves, on ne risquait pas la fauche du vélo, ils laissent tout comme ça là-bas. Et je vois qu'il y avait un sanitaire qui était entrouvert. Donc on est rentré là-dedans, c'était chauffé. Et on a fini la nuit chacun sur un toilette. Et quand on est ressorti à 9h, on va sortir, ça va être ouvert. Donc, et puis c'est pas chaud, c'était humide et froid. Et du coup, on rejoint à l'accueil, on reprend nos vélos. Et moi, on avait fait quelques courses, parce qu'après s'être fait avoir une fois, on avait toujours au moins un repas d'avance. Et donc, j'avais 2 sacs plastiques avec du pain de mie et puis un autre, des yaourts, enfin quelques bancs de nourriture. Et puis, je regarde, il y avait des mouettes, elles m'ont défoncé les sacs. Et le pain de mie, c'était barré avec des tranches de pain de mie. Ils n'ont pas réussi, ils ont piqué les yaourts, mais ils étaient piquetés, mais ça allait, ils étaient encore en bon état. Alors, vous savez qu'avec Gilbert, on pourrait rester 2 heures. Donc, votre plus beau souvenir? Moi, je crois, pour moi, l'ensemble du tracé, l'arrivée, moi, c'est sûr, d'être arrivé. Donc là, là c'est l'arrivée.
d'être arrivé déjà au sud de Malte, parce qu'au sud de Malte aussi, on a galéré pour emmener, pour emmener les cartons, pour pouvoir remballer. On a été obligé de rester 3 jours là-bas parce que les avions étaient full. Bon, trouver un hôtel pas trop cher. Mais bon, oui, c'est arrivé au bout. Je pense que durant le parcours, il y avait des steps qu'on se disait, dès qu'on a, par exemple, quand on a quitté Rostock, on se dit c'est la dernière fois, pour l'instant, on quitte la mer, la prochaine fois qu'on la revoit, c'est en Italie. Et ça fait de la route. Hein. Et donc là, on arrive en Italie, il y a un moment, c'est bon, on arrive, ça va, on avance. Donc ça nous galvanise un peu. Et puis, arrivé à Malte, moi j'étais au bout du rocher, là, assis, et je dis putain, Ouais, bravo, bravo. c'était beau. Alors, on va passer voilà, la slide suivante. Donc là, ça vous tenait à cœur, justement. Donc, comment vous avez pu reverser, vous avez récolté En fait, c'était un lien qu'on mettait sur le. En fait, donc c'est un lien qu'on mettait sur Facebook. Moi, j'écrivais une note tous les soirs. Je me suis surpris à écrire. J'écrivais une note que j'envoyais à ma nièce, qui postait sur Facebook et accompagné du lien, voilà, et on faisait des relances pour ceux qui voulaient donc essayer de cotiser. Donc c'était reversé directement à l'ARC, comme tout le monde peut le faire d'ores et déjà, même maintenant. Nous, on le fait régulièrement. Donc moi, ça me tenait à cœur de le faire. À mon deuxième Compostelle, oui, juste avant l'arrivée, j'étais avec Philippe et on m'annonce la mort d'un pote d'un cancer. Hein. Donc je suis rentré tout juste à temps pour porter le cercueil. Donc ça me tenait à cœur et Thierry partageait aussi cette idée de pouvoir faire un don pour le cancer. Voilà. Merci Gilbert. Donc on va passer justement. Ça, c'est Assagi derrière. Là. Voilà, donc là, on était en 2022, donc là on est en 2023. Donc quels sont vos futurs projets? Et puis pour terminer, on va juste parler un petit peu technique, on va parler un petit peu de vélo et puis de vos conseils pour la route. Parce que je pense que tout le monde a bien compris que c'était accessible à tout le monde pouvait faire du vélo, tout le monde pouvait faire 90 km par jour. Donc alors le futur projet. Alors le futur projet, avec mes 2 compagnons là, du deuxième Compostelle, qui m'ont aussi embarqué dans un projet. Bon là, c'est pas l'Europe, c'est de partir. C'est une rando. Nous, on le fait en mode randonneur, qui part de Banff, à côté de Calgary, au Canada, et de traverser tous les parcs américains jusqu'à la frontière mexicaine. Combien de kilomètres? Donc ça représente 4500 bornes, autour de 4500, mais avec 60 000 mètres de dénivelé, c'est ce qu'on a fait là sur 7700 bornes. Et avec un passage en altitude dans le Colorado à 3600 bornes, à 3600 mètres d'altitude. Et donc ça, c'est le futur projet, mais pour ma part, faut que je fasse un dossier, il faut vraiment que je trouve un financement. Je ne peux pas voyager tout le temps, il faut que je voyage avec ma chère et tendre. Je peux pas, il n'y a pas que moi, faut pas que je pense qu'à moi. Et donc du coup, c'est vraiment sous réserve d'un financement. Donc on espère que les rencontres vous aideront, parce qu'elles seront diffusées largement sur notre site et les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous trouverez preneurs et peut-être des gens dans la salle vous accompagneront dans votre périple. Ils seront les bienvenus. Pour finir, parce que je pense qu'on va être au bout du temps, votre vélo, vos conseils pour la route, des anecdotes, parce que c'est vrai que tous on fait un petit peu de vélo comme ça le dimanche. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'on a vite mal à des endroits qui sont pas. On a des problèmes de pédalier, etc. Alors, c'est pas un vélo de compétition. Déjà, c'est effectivement pour chacun, c'est de choisir sa monture où on est bien dessus, d'avoir une monture qui soit entretenue, de partir avec une transmission, donc chaîne, cassette, plateau neuf, des pièces en mouvement. Faut que ce soit bien révisé. Des suspensions pour ceux qui ont des suspensions bien révisées.
Bon, voilà, et de faire un test à la limite de parcours, de mettre des poignées, moi j'avais mis, pas cela, mais des poignées confort dessus, parce que tous les jours dessus, bah, c'est vrai qu'on peut avoir, après on peut avoir des douleurs. De trouver le bon réglage, donc de faire des tests, de trouver le bon réglage. La selle, alors bien sûr, ça, la selle, c'est vraiment... Alors, la selle, justement. Ouais, mes deux premiers... La selle, on a des selles gel, voilà, on voit dans les... Il y a voilà. plein, effectivement. Il a Moi, tout essayé, Gilbert, je pense. J'ai essayé, mais vous pouvez pas savoir ce que j'ai essayé comme selle. Le premier Compostelle, ma plus grosse souffrance, ça a été mon séance, c'est sûr. C'était catastrophique. Donc fallait, là, le mental aussi, il est important. Faut arrêter d'en parler, faut arrêter d'y penser. Mais c'est sûr que les premiers contacts avec la selle, les 30 secondes au moment du départ, c'est catastrophique. Quand on est descendu de Fontainebleau à Saint-Jacques, j'ai même acheté une autre selle sur le parcours. Je faisais que ça, d'acheter des selles. Et c'était insupportable. Donc la meilleure selle. Et donc j'ai trouvé ça en regardant des blogs. Pour moi, c'est le cuir. Et beaucoup de voyageurs à vélo utilisent la selle en cuir. Donc il y a, bon, je ne vais pas citer de marque, mais il y a l'anglais qui est bien connu. Et là, ça, c'est un Français qui fait ce type de selle. Et on le voit bien, moi, par rapport à mon déhanchement, où évidemment, j'ai j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. Et donc ça permet de gagner du confort. Il faut la rôder, ça demande de l'entretien. C'est certes pas donné, mais le jour et la nuit, et mes potes peuvent le dire, ça a été le jour et la nuit. J'ai là les 7500 bornes, j'ai fait sans quasiment mettre de pommade. Alors là, dans l'investissement, on voit que c'est un peu technique quand même. Il y a des suspensions, des freins à disque, etc. Mais c'est pas un vélo de compétition. Il n'y a pas besoin de mettre... Non, il y a des vélos de voyage, sans citer de marque, il y a des vélos de voyage chez des grands fournisseurs qui sont très très bien pour faire du voyage à vélo. Alors après, moi j'ai pris tout suspendu parce que y a aussi une histoire de budget, c'est que déjà j'avais déjà le vélo, donc racheter encore un vélo, ça m'ennuyait. Mais et puis j'ai des problèmes de dos, j'ai eu un écrasement de vertèbres, enfin j'ai des problèmes de dos, donc le tout suspendu me va très bien. Donc voilà. Après c'est chacun en fonction de sa morphologie qui va. Faut prendre du temps, c'est sur le réglage, voilà, le réglage, la position sur le vélo, le guidon, la selle, voilà, faut bien régler tout ça. Et une fois que ça c'est bien réglé, après, voilà, il faut avoir l'adhésion de ses proches. Ok, merci Gilbert. on va passer aux questions. Ah. Gilbert, il parle avec son cœur, en toute humilité. Et voilà, on passe 30 minutes, 35, 40 minutes. C'est un plaisir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Gilbert ? Est-ce que vos proches vous ont rejoint sur des étapes pendant le voyage, pendant les 7700 km ? Est-ce que c'est possible qu'ils vous suivent sur des tronçons ou qu'ils viennent vous rejoindre ? Est-ce qu'ils vous ont rejoint ? Absolument, non, mais ça c'était effectivement une idée que j'avais au départ, que nos femmes nous rejoignent on a passé des grandes capitales comme Berlin, Prague, qui sont magnifiques, c'est des villes magnifiques, et de se dire voilà, on pourrait passer 2 jours ensemble. Donc ça c'était l'idée de départ, mais sauf que ça a un coût. Voilà, et donc c'est un peu ce qui nous a freinés. J'aurais été ravi, de pouvoir passer 2 jours avec mon épouse, mais voilà, donc c'était compliqué à organiser. Il y avait aussi le fait qu'on ne savait pas quand on arrivait où. On pilotait à vue, donc on était parti sur une base mais arbitrairement comme ça, de 4 mois. Et puis, je me doutais qu'on aurait mis moins de 4 mois. Je connaissais bien Thierry. J'ai dit, nous, on le fait. Je veux dire, la philosophie, c'était sportivo-touristico. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de détour, on avance, mais malgré tout, on lève les yeux, on regarde. On s'arrangeait d'arriver un peu avant dans les capitales
pour pouvoir faire un tour dans Oslo, dans Göteborg. Voilà, on a fait des petits tours pour voir les principaux attractions, enfin les monuments. Voilà. Donc c'était une bonne idée au départ, mais Merci beaucoup, Gilbert. de rien. Merci. Moi, je Question. tiens à beaucoup. Merci Gilbert, je vous souhaite encore plein de belles aventures. Merci aux rencontres du Vexin et au plaisir sur les chemins. Magnifique village de Serincourt. Chez Gilbert. Eh ben, merci aux rencontres du Vexin. J'ai été ravi de pouvoir participer En fait, à cette Gilbert, rencontre. Avec en plaisir. fait, on a une autre question. Alors, d'abord, bravo, bonjour. Bonjour. Juste une petite question. Vous avez parlé du projet 2023, mais est-ce que vous avez déjà la période à laquelle vous comptez faire ce périple? Ça serait été non, pas 2023, 2024. À 2024, d'accord. 2024, oui, non. Je vous dirai après. Pourquoi? D'accord. D'accord, mais c'est D'accord. important pour nous de le savoir. En tout cas, D'accord. Non, bravo. ça serait été 2024. D'accord. Ça serait en parallèle avec les JO. Ah bah parfait. Très bien, on en reparlera. Merci Ah bah, beaucoup en tout merci cas et beaucoup. encore bravo. Merci, Gilbert.